Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième cours de philosophie générale consacré aux notions de travail et de technique. Le but de cette vidéo va être assez ambitieux cette fois-ci, dans la mesure où je ne vais pas simplement me contenter d'aborder des idées qui peuvent facilement être maîtrisées par des élèves de terminale, du moins c'est ce que je vais faire dans un premier temps, puis dans un deuxième temps je vais un peu creuser avec vous un auteur très souvent mal compris ou méconnu, qui demeure pourtant un philosophe majeur du XVIIIe siècle, à savoir Adam Smith. Donc si vous êtes un élève de terminale, rassurez-vous, la première partie de la vidéo sera assez accessible, et si vous a... et vous apprendrez des choses utiles, et si vous êtes un étudiant ou une personne curieuse qui souhaite développer son esprit critique, alors restez jusqu'au bout, je pense que normalement vous n'allez pas le regretter. Donc vous l'aurez compris, en voyant le titre de ma vidéo aujourd'hui, on va prolonger notre interrogation précédente relativement au gain que procure le travail. On a vu avec Aristote que le gain procuré par le travail en tant que labeur permettait d'économiser des ressources, mais qu'à trop vouloir économiser ces ressources et à faire de l'argent le seul but du travail, on en venait à passer à côté de sa vie et à côté de son bonheur, alors que l'argent n'est qu'un moyen d'y parvenir, pas une fin en soi. De prime abord, on pourrait penser que cela va de soi, et pourtant si on adopte un point de vue un peu plus contemporain, on peut dire que la crématistique dans les échanges ou dans l'économie que l'on a abordé avec Aristote la fois précédente est précurseur de ce que l'on nommerait de nos jours le capitalisme. En effet, le capitalisme, qu'il convient de dissocier du libéralisme, car les gens confondent souvent les deux, c'est un système économique et politique qui repose sur l'accumulation du bénéfice, justement, sur un taux de profit qui suppose que le travail aille nécessairement au-delà de la simple survie ou même du bonheur strictement individuel des uns et des autres. Je ne vais pas en faire une analyse détaillée ici, je développerai ce point-là dans une autre vidéo, mais il faut bien retenir l'idée que dans le système capitaliste, on ne conçoit plus l'argent résultant du travail comme un simple moyen d'échange, justement comme l'aurait voulu Aristote, mais comme une fin en soi dans la mesure où le capital, comme ensemble des ressources financières accumulées par une entreprise ou une nation, si on se rapporte à la richesse à l'échelle d'une nation entière, permet de maximiser, en théorie, le bonheur des individus qui en bénéficient sur le long terme. En effet, donc si je passe ma vie à travailler, à condition d'avoir un salaire qui soit un minimum élevé, ça va de soi, je vais me sacrifier pour mes descendants qui pourront jouir de ma richesse, ou bien lorsque je mourrai, l'État me prendra une part importante de mes économies que je n'aurais pas éventuellement accordée par héritage à mes descendants. La richesse accumulée, donc, elle doit en théorie servir d'une façon ou d'une autre le bien commun. Ainsi, dans le système économique capitaliste, si on essaye de le décrire le plus objectivement et avec le plus de neutralité possible, il y a une vision du long terme, contrairement à ce que l'on pourrait penser, qui implique que on n'en a jamais assez justement, et que l'argent a une valeur en soi, puisqu'il faut sans cesse l'accumuler afin de l'économiser. La présence du luxe qui constitue nos sociétés modernes est liée, on peut le dire, à une accumulation du capital qui a permis aux plus riches d'investir leur argent dans des projets ou des entreprises qui leur ont permis de devenir toujours plus riches. Mais c'est grâce à cet argent accumulé justement que l'on peut payer les travailleurs et que les scientifiques vont développer de nouvelles découvertes ou vont même pouvoir créer des ordinateurs sur lesquels des adolescents qui ont vaguement lu Marx vont pouvoir s'indigner contre le méchant système capitaliste qui leur permet de porter des chaussures Nike et d'utiliser leur Mac Apple pour critiquer un tel système. Évidemment, je n'ai rien contre Marx, ma blagounette n'est là que pour bien montrer que si l'humanité s'en était toujours tenue à ne travailler qu'en vue de son seul bonheur à court terme, ou de manière raisonnable, eh bien le progrès technique de l'humanité n'aurait jamais eu lieu, et je ne serais pas en train de vous parler en ce moment même par le biais d'un enregistrement sur YouTube. Bref, je ne fais pas l'apologie du capitalisme, dissipons ici cette ambiguïté immédiatement, j'avais juste envie de blaguer, mais je pense qu'il ne faut pas être totalement hypocrite en revanche et admettre que jusqu'à un certain point, le méchant capitalisme nous a bien servi d'un point de vue strictement utilitaire, qu'on le veuille ou non. Maintenant, qu'il faille en finir avec celui-ci pour laisser la place à un nouveau système économique plus adéquat et plus respectueux de notre pauvre petite planète qui souffre, c'est un débat qui ne concernera pas cette vidéo, mais qui demeure
potentiellement intéressant. En attendant, venons-en à Adam Smith et essayons de voir en quoi, si l'on est de gauche, il pourrait bel et bien apparaître comme la racine du mal. On va procéder en deux temps. D'abord, je vous donne quelques billes simples à maîtriser sur Adam Smith et je vous montre en quoi libéralisme et capitalisme sont liés mais pas trop non plus. Puis dans un second temps, je vais vous montrer qu'il y a un monde, voire plusieurs même, entre le libéralisme tel qu'il a été théorisé par Smith à la base et le truc dégueulasse et récent que l'on nomme le plus souvent néolibéralisme. Vous allez voir, ça n'a pas grand-chose à voir. On verra notamment que ce que l'on nomme les gens de gauche ou les marxistes, en critiquant Smith, une partie d'entre eux en tout cas, pas tous évidemment, ont fait des contresens assez graves sur sa pensée, qui est d'une complexité réelle et ne demeure pas du tout aussi simpliste que ce que l'on voudrait nous faire croire, mais que les gens de droite ultra-libéraux et cyniques ont eux aussi, surtout eux d'ailleurs, très mal compris Adam Smith, ou n'en ont compris que ce qui les arrangeait. Donc voilà, là ma vidéo, elle a quand même un... Bon, d'une part, elle a pour but de vous apprendre potentiellement quelque chose, mais aussi elle a pour but de rétablir un peu la vérité sur Adam Smith, hein. Donc je pense que c'est pas mal. En plus, ça va nous permettre de mieux comprendre dans quel monde on vit à l'heure actuelle aussi, je pense. Donc commençons par le commencement. Donc je vais m'appuyer principalement sur l'ouvrage phare de Smith qui se nomme Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, qui est souvent généralement abrégé en la richesse des nations, donc je vais souvent dire la richesse des nations parce que c'est plus court. Et un petit peu, on va s'appuyer un petit peu aussi sur sa théorie des sentiments moraux, parce que contrairement à ce que l'on s'imagine fréquemment, non, ça c'est vraiment une idée reçue qui est tenace, Smith ne sépare pas le champ moral du champ économique. Bien au contraire. Bon. L'idée la plus connue de Smith, et qui est sans doute une source de contresens aussi, c'est celle relative au concept de main invisible du marché, que Smith mentionne au livre 4 de La richesse des nations. Pour vous expliquer ce que c'est, je vais devoir faire un petit détour, à partir d'un exemple ultra connu également, qui est celui de la manufacture d'épingles au livre 1, et qui évoquera sans doute à certains l'idée de division du travail, que l'on a abordé récemment dans ma précédente vidéo sur Platon. Dans la fabrication d'épingles, la spécialisation du travail permet à chacun de s'atteler à une tâche précise dans la fabrication de celle-ci. De cette façon, les épingles dans la manufacture sont fabriquées plus rapidement et plus efficacement, la division des tâches dans le travail permettant d'accroître la productivité et l'efficacité, puisque si un individu devait assurer la fabrication de l'épingle en intégralité, il mettrait plus de temps et serait moins efficace qu'en ayant pu justement se spécialiser dans une tâche particulière. Donc Smith reprend donc cette idée que l'on a vue la fois précédente, selon laquelle la particularisation du travail permet le gain de temps et l'efficacité. Quel est le rapport avec la fameuse main invisible? Eh bien, la main invisible, justement, c'est le rassemblement de l'entreprise de chaque individu qui compose la société et qui, sans le savoir, en suivant leurs propres intérêts privés, contribuent indirectement au bien commun. L'exemple que prend Smith à la fin du livre 1 pour illustrer cette idée est celui de la veste de laine. En apparence, celle-ci paraît ne comprendre qu'un modeste travail qui serait celui d'une seule personne. La veste de laine en question, dans l'exemple de Smith, elle n'est pas très élaborée. Et voilà, le travail de cette personne-là, ça serait le couturier. Si on vous demande, bon, bah, qui a fait ce sweat ou cette veste de laine, vous direz, bah, la personne qui l'a cousu, bon, voilà. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas le cas du tout. Et une simple veste de laine, même pas très élaborée en apparence, contient des dizaines, des centaines, voire même des milliers de travaux individuels qui ont contribué à sa fabrication. Il n'y a pas que le couturier qui a contribué à la fabrication de la veste de laine, mais les personnes qui ont contribué à la fabrication de l'atelier de couture dans lequel la veste a été fabriquée, indirectement. Et il y a aussi la personne qui a fourni la laine au couturier en tondant un mouton par exemple, celle qui a transporté la laine dans le bateau qui a permis ensuite sa commercialisation,
On pourrait même faire intervenir par extension ceux qui ont fabriqué le bateau qui a permis de transmettre la laine aux couturiers, ceux qui ont fourni les matériaux permettant la fabrication de l'atelier de couture, ceux qui ont fabriqué les outils ayant permis de récupérer la laine avant même qu'elle soit commercialisée, etc. Et c'est sans fin. Il y a une régression à l'infini en quelque sorte. Donc la moindre possibilité de pouvoir travailler sur quelque chose, elle sous-tend toujours indirectement le travail d'autres personnes. En fait, même quand on travaille pour soi et qu'on pense travailler que pour soi-même, indirectement, eh ben, on coopère avec le travail qui a été fourni par notre prochain et on n'en est même pas conscient. Donc ce que Smith montre ici, c'est que le travail d'une personne va nécessairement de pair avec le travail d'une multitude d'autres personnes et que la division du travail fait qu'un simple objet, aussi peu élaboré qu'il paraît, un petit téléphone portable minimaliste par exemple, est le résultat d'une multitude d'intérêts particuliers et de la recherche de l'argent que chacun a poursuivi en se spécialisant dans une tâche précise. La main invisible d'Adam Smith, c'est l'agencement non intentionnel des intérêts privés de chacun qui donne lieu à la poursuite d'un intérêt commun. Mais cet intérêt commun n'est pas conscient. En fait, pour le dire autrement, imaginons que les 5 doigts de la main présents représentent un boucher, un pâtissier, un architecte, un instituteur, un médecin, ou tout autre travail que l'on estimera utilitaire et nécessaire à notre confort. Eh bien, ces doigts sont invisibles dans la mesure où ces individus, en croyant œuvrer à leur propre intérêt au nom d'un seul intérêt qui, eh bien, en fait, ils œuvrent au nom d'un seul intérêt qui est le bien commun. C'est-à-dire que ce sont les doigts d'une main, mais cette main est invisible. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne voient pas qu'ils appartiennent à une même main. Ils ne voient pas justement qu'ils font partie d'un ensemble plus grand qu'eux-mêmes et que leur propre petit intérêt personnel. Et justement, indirectement, en poursuivant leur intérêt particulier, eh ben, ils contribuent à l'enrichissement de la nation. Ils sont unis comme les doigts de la main, mais le lien qui les unit n'apparaît jamais directement. On a tous besoin de commerçants qui se spécialisent dans différents domaines, mais justement, en travaillant dans son propre domaine, eh ben, on produit un service qui va servir au bien commun sans qu'on en ait conscience. Et c'est la multitude du regroupement de ces intérêts-là qui sont des intérêts individuels, le fait que chacun cherche à gagner de l'argent qui indirectement va contribuer à ce bien commun. Bon, voilà. Donc pour Adam Smith, le bien commun est atteint indirectement par la poursuite de l'intérêt individuel. Pourtant, pour Adam Smith, dès lors que je travaille, je commande indirectement le travail d'autrui. Ça veut dire quoi? Ah bah, ça veut dire que travailler ne se fait pas qu'en vue du seul gain, justement, mais de la possibilité, par ce gain-là, de pouvoir profiter du travail des autres. Là, on retombe sur la même idée que j'avais développée dans ma vidéo sur Platon. Par exemple, quand je fais cours, si je suis prof, par exemple, je commande indirectement le travail de mon médecin ou de mon boulanger en me donnant les moyens d'en bénéficier via un salaire. La main invisible du marché, dans la théorie de Smith, désigne donc le fait qu'en travaillant pour soi, en cherchant mon propre enrichissement, c'est le bien commun de la nation entière auquel je contribue sans même m'en rendre compte. Alors tout ça c'est bien beau, et c'est là que les choses se gâtent, car on aurait vite tendance à penser que pour Adam Smith, l'enrichissement des marchands doit se faire sans limite, et qu'il y a une autorégulation magique et providentielle du marché qui va se mettre en place, de sorte que les inégalités sociales soient évitées, et que l'enrichissement de certains ne se fasse pas au détriment de l'appauvrissement des autres. Du moins, c'est ce que les opposants au libéralisme politique reprochent à Adam Smith. En gros, Smith défend l'idée d'une mise en avant de l'individu et de ses intérêts privés et pense que l'État doit laisser faire les marchands. D'après ces gens-là, hein, c'est pas ce que dit Smith. Les grands patrons doivent continuer à s'enrichir et la poursuite de leurs intérêts privés devrait indirectement profiter à tous puisqu'ils vont nécessairement investir leur capital dans de nouveaux projets, comme dans le cadre du système capitaliste que l'on a décrit de façon schématique auparavant. Très bien, sauf que Smith n'a jamais dit ça. Oui, oui, hein, il y a un contresens énorme
qui est fait fréquemment avec Adam Smith. Souvent, quand un commentateur qui n'aime pas trop le libéralisme, Adam Smith, le commente, eh ben, il emploie même l'expression de religion du marché, comme si en fait le marché prenait la place du Dieu, en fait, du Dieu providentiel, et que c'était l'argent qui régnait en maître, de manière vraiment, on va dire, sans limite, quoi. Et en fait, les gens donc qui sont de gauche ou qui ont souvent un parti pris en faveur de Marx lisent Adam Smith ou en tout cas font semblant de le lire avec ce biais-là. Et ils s'imaginent qu'en fait Smith, par son concept de main invisible, défend l'idée d'une religion du marché où la poursuite des intérêts privés devrait, comme par enchantement, permettre de faire profiter au plus grand nombre de la richesse entière de la nation. C'est là que je vais aborder des points moins évidents à comprendre. Donc si vous êtes un élève de terminale, vous n'êtes pas obligé de rester, mais je conseille à tout le monde de bien m'écouter, parce que ce serait vraiment dommage de rester bloqué sur une conception caricaturale et fausse d'Adam Smith. Évidemment, mon but, là encore je me défends par avance, ne va pas être de faire de la politique, ne va pas non plus être de défendre Adam Smith face à Marx, seulement de montrer que les adversaires de Smith n'attaquent pas ce dernier au bon endroit à mon humble avis. Hein, je dis pas que je suis partisan de sa théorie, seulement que quitte à l'attaquer, autant l'attaquer là où c'est où c'est vraiment contestable et pas en faire un homme de paille justement en lui faisant tenir des propos caricaturaux qu'il n'a pas tenus. Mais bon. Concernant la séparation entre morale et politique dans la théorie de Smith, c'est un contresens qui repose en partie, je pense, sur une citation bien connue mais souvent mal interprétée de Smith, lorsqu'il dit que lorsque l'on s'adresse à son boucher, on doit miser sur l'intérêt bien compris qu'il a à échanger avec nous, le fruit de son travail, et que on ne s'adresse pas à sa bienveillance. Il dit, quand je vais voir mon boucher, je m'adresse pas à sa bienveillance. C'est pas sa bienveillance que je convoque, c'est juste le fait qu'il a un intérêt à échanger avec moi. En gros, pour Smith, c'est la course au profit personnel et un individualisme total qui régirait toutes nos interactions en société et qui serait la base de nos échanges au niveau économique. Sauf qu'en fait, ce que Smith veut véritablement dire par là, ce n'est pas que l'homme est purement égoïste et que cet égoïsme doit toujours le stimuler de façon cynique dans ses échanges, seulement qu'il ne faut pas prendre le boucher ou le poissonnier pour un imbécile et comprendre qu'il est dans son intérêt de nous vendre son produit pour bénéficier de notre argent et que cela résulte de sa liberté de jugement et de son autonomie qui lui permettent justement de fixer des prix qui seront assez raisonnables pour nous donner envie de revenir chez lui. Donc la bienveillance dans la théorie des sentiments moraux d'Adam Smith, c'est la vertu qui a le plus de valeur au niveau de la morale, mais elle n'est pas nécessaire aux échanges économiques. Toutefois, Smith ne dit pas que les hommes ne doivent pas être bienveillants et ne pas faire preuve d'altruisme. Ça, c'est un contresens aussi. Il dit que c'est ce qu'il y a de mieux chez l'homme, de savoir prendre soin de son prochain en faisant preuve de bienveillance, seulement que c'est légèrement hors sujet dès qu'il s'agit de monter une entreprise ou de se lancer dans le commerce. Toutefois, Smith ne dit pas que le gain immédiat et la course au profit qui constituent des fins suprêmes dans un système dit capitaliste, qui s'inspire du libéralisme en tant qu'idéologie. Le libéralisme, c'est une idéologie, le capitalisme, c'est un système économique, donc c'est pas la même chose. Donc, bref, en fait, dans le capitalisme, effectivement, le gain immédiat, la course au profit sont le but même de l'économie et du travail, en théorie, enfin et même en pratique, mais justement pour Smith, travailler et gagner de l'argent doit se faire selon une certaine prudence, qui est une des trois vertus indispensables au bon fonctionnement de la société. Pour Smith, donc ça c'est dans la théorie des sentiments moraux, la prudence est ce qui fait qu'un individu va privilégier le long terme sur le court terme. Si cela paraît tentant de dépenser tout son capital ou de l'investir dans une affaire qui semble juteuse à court terme, l'investisseur ne doit pas perdre de vue le long terme. De manière générale, Smith pense que si les hommes travaillent, c'est toujours en vue d'un désir, enfin en étant stimulés par un désir d'améliorer leurs conditions. L'accumulation du gain dans la théorie libérale d'Adam Smith, contrairement à ce que l'on pourrait penser a priori, n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'améliorer sa condition, c'est-à-dire d'améliorer ses conditions de vie.
pour Smith, vous voyez, c'est pas comme dans un espèce de capitalisme sauvage et débridé où justement ça serait l'argent pour l'argent et rien d'autre. Et bon, donc pour Smith, une nation, le rôle de l'économie, très précisément, le rôle de la richesse dans l'enrichissement des nations, c'est d'en faire profiter le souverain et le peuple, les deux, hein. Pas juste l'État, enfin ceux qui sont à la tête de l'État, pas le peuple. Bon, voilà, donc déjà, il y a cette exigence d'égalité et d'équité au niveau moral. Donc pour Smith, une nation ne saurait être viable économiquement si les marchands qui la constituent, au sens large, parce que pour Smith, en fait, dès lors que vous travaillez, vous êtes un marchand, puisque votre travail donnera lieu à un service qui sera commercialisable moyennant salaire. Donc en fait, pour Smith, travailler revient à devenir marchand, hein. C'est pas, en fait, il utilise le mot en un sens très large, pas seulement en tant que travailleur, hein. Pas seulement en tant que travailleur qui travaillerait dans le commerce. Donc bref. En tout cas, justement, les marchands sont tenus d'être un minimum prudents, donc, et par contre, bon, évidemment, d'une part, ils ne le sont pas tous, et d'autre part, la justice comme respect des intérêts de l'autre ainsi que de la loi, qui consiste à se montrer honnête dans les transactions et à faire preuve d'un certain fair-play à l'égard de ses concurrents aussi, est une bonne chose. Mais là, en revanche, bon, même si c'est une bonne chose, bah, il y a moins de personnes qui peuvent appliquer celle-ci, sans parler encore même de la bienveillance qui consisterait à se soucier de l'intérêt de notre prochain. Donc Smith n'est pas débile, il est bien conscient que la plupart des individus visent avant tout leur propre intérêt et que bah, si on doit compter sur l'initiative de chacun justement pour fonder une société avec pas trop d'inégalités sociales, on va pas très bien s'en sortir, hein, il est pas crétin. Donc c'est pour cela que contrairement à une idée reçue, Smith n'est pas un bisounours qui veut laisser le pouvoir aux marchands et laisser le marché s'autoréguler comme par enchantement sans la moindre intervention de l'État. En fait, pour Smith, l'État doit intervenir un minimum dans la vie politique, de sorte que lorsqu'une nation s'enrichit, cette richesse ne profite pas toujours qu'aux plus riches et jamais aux pauvres. Voilà, ça c'est ce qu'il faut éviter pour Smith. Donc, pour autant, Smith ne dit pas que l'État, c'est ça le problème en fait, et c'est aussi ça qui fait on interprète mal Adam Smith, c'est-à-dire qu'en fait il dit que l'État ne doit pas redistribuer les richesses. D'où le contresens selon lequel le laisser-faire au niveau économique d'Adam Smith serait un ne rien faire du tout. En fait, vous voyez, c'est ça la subtilité, c'est aussi pour ça qu'il y a des contresens sur Adam Smith, c'est qu'en fait les gens confondent le laisser-faire propre au libéralisme, on laisse les marchands s'enrichir, etc., en ne rien faire du tout. Et bon, en fait, c'est vrai que dans le libéralisme d'Adam Smith, la balance penche légèrement plus en faveur du laisser-faire que de l'intervention constante de l'État dans le système au niveau économique. Bon, je m'explique. Prenons l'exemple du néolibéralisme contemporain. De cette manière-là, vous comprendrez mieux le monde qu'il existe entre cette espèce d'horreur et la théorie cohérente d'Adam Smith. Quand je dis espèce d'horreur, bon, je le dis de façon du point de vue de la cohérence, de la logique et même de la mise en pratique, hein. N'allez pas croire que je fais ici de la politique ou que je vais dire du mal de manière explicite de Macron, c'est pas mon but, mais bon, si vous écoutez des représentants du parti politique de Macron parler à la télé, par exemple, enfin j'ai déjà écouté certains discours et je le prends vraiment à titre d'exemple pour illustrer, hein, d'accord? Donc c'est intéressant parce qu'en fait si on les écoute, alors je sais pas si vous les avez déjà écoutés, mais moi j'ai remarqué qu'en fait ils utilisent des termes, des fois, un jargon technique qui fait penser à une version dévoyée de la théorie d'Adam Smith. Enfin, par exemple, je vous donne un exemple, hein. Ils parlent, par exemple, le plus souvent de ruissellement, vous voyez. Ça arrive que quand on leur pose des questions sur l'économie, bah, ils partent de ruissellement. La ruissellement de la richesse au sein de l'économie du marché. Bon, qu'est-ce que ça signifie? Bon, déjà qu'ils connaissent bien mal Smith sans doute, mais en tout cas, qu'ils s'imaginent justement que de façon providentielle, ce que Smith n'a jamais dit, en favorisant toujours les plus riches, en supprimant l'ISF par exemple, chose que Smith n'aurait sans doute pas approuvée je pense,
l'argent va être réinvesti dans l'économie et ruisseler, c'est-à-dire qu'il va traverser l'ensemble des activités économiques et profiter indirectement à tous. Tadadam, vous voyez, comme si c'était magique, quoi. Bien évidemment, ils ne vont pas garder la grosse majorité de leur argent, hein, les plus riches, pour eux, pour eux, et ils ne vont surtout pas planquer une grosse partie de celui-ci dans des paradis fiscaux au Luxembourg, ça va de soi, hein. Bon bref, passons, je fais pas de politique. Donc en réalité, Smith pense que le meilleur régime politique possible est celui où les individus possèdent le plus de liberté, mais il ne veut pas dire par là que la satisfaction des intérêts particuliers doit se faire au détriment de l'intérêt du plus grand nombre, vous voyez? Donc en fait, effectivement, Smith serait d'accord en partie avec, enfin, un tout petit peu en partie avec le système actuel dans le sens où il dirait oui, bah, c'est pas grave s'il n'y a pas une politique de redistribution de la richesse derrière, mais il irait pas totalement, il serait pas complètement content, bah, enfin, même loin de là, parce que bah, justement, si les plus riches s'enrichissent toujours plus mais de manière à pouvoir ensuite ne pas du tout participer au bien commun, bon bah ça crée des inégalités forcément. Et ça en fait, si vous voulez, Smith, son but c'est de trouver un moyen pour que la richesse de la nation profite au maximum de gens, voire même dans l'idéal à tous, mais sans pour autant que il y ait une politique de redistribution. C'est pour ça que les gens de gauche, justement, généralement, ils n'apprécient pas trop Adam Smith parce que pour eux, la redistribution des recherches, des richesses, elle est indispensable. Et justement, Smith, il est contre ça, bon, il n'est pas pour une redistribution des richesses. Donc pourquoi est-ce qu'il est contre cette idée-là, Adam Smith? En fait, quand Smith dit que l'État doit intervenir le moins possible dans la régulation du marché, il le dit pour deux raisons. La première, c'est que c'est pratiquement impossible à mettre en place à cause de la trop grande complexité de l'activité économique. Il faudrait pouvoir contrôler chaque entreprise une à une, s'assurer que leur enrichissement n'aille pas au-delà d'un certain seuil et que son taux de profit profite de manière équitable à tous ensuite. Bon. Or, d'après Smith, ça demanderait une analyse au cas par cas qui serait sans fin et beaucoup trop compliquée à mettre en place pour l'État. Mais l'argument de Smith en faveur du laisser-faire par rapport au marché et à la liberté du commerce va sans doute en surprendre plus d'un. C'est là que ça devient vraiment intéressant en fait. C'est le fait que le souverain qui est à la tête de l'État non seulement doit se montrer bienveillant à l'égard du peuple et élaborer des lois qui aillent dans le sens de cet intérêt, qui passent donc par la satisfaction des intérêts individuels, mais que par conséquent, il doit nécessairement demeurer impartial. Or, si l'État se frotte de trop près à l'économie et veut réguler l'enrichissement des uns et des autres, eh bien il est en proie à la corruption et risque de se faire influencer par des lobbies qui vont exercer une pression financière sur le souverain de manière à bénéficier de certains privilèges. Le monopole du marché, l'écrasement de toute concurrence, etc. Là, vous avez les grands patrons, enfin, qui vont justement, bah, par exemple, voir Macron et qui vont lui dire bon bah il faut t'es gentil, tu fais en sorte qu'on ait le monopole du marché, tu nous laisses nous enrichir autant que possible et puis j'aimerais bien aussi que mon entreprise écrase les entreprises concurrentes, etc. Bon, vous voyez, ils peuvent demander des faveurs à ceux qui sont à la tête de l'État. Ah non, je veux surtout pas que tu enlèves ces pesticides-là ou ces produits-là dans la manière dont je développe mon agriculture intensive parce que bah il y aurait trop de manque à gagner. Bon, bah ça fonctionne comme ça, hein. En fait, ce que Smith, bah justement, ça c'est ce que Smith a voulu éviter paradoxalement. Et pourtant, c'est justement ce qu'on va reprocher au libéralisme ou en tout cas au néolibéralisme, mais des fois on confond les deux. Donc, et justement, bah, c'est la corruption du pouvoir politique par l'argent dont Smith se méfiait. En fait, il préfère envisager le fait que les grandes fortunes et les lobbies ne puissent pas être en lien avec le pouvoir en place, car sinon la libre concurrence des entreprises ne serait pas équitable, et certains pourraient être tentés de faire pression sur le ou les dirigeants pour continuer à développer leurs privilèges. Donc autant dire que si Smith voyait notre régime politique actuel, il ne l'approuverait pas du tout, et il l'expliquerait par le fait que le laisser-faire, justement, n'ait pas vraiment eu lieu.
En fait, pour Smith, eh bien, le gouvernement a trop voulu se mêler justement de l'économie et il s'est laissé corrompre. Donc en fait, dans le laisser-faire d'Adam Smith, il y a en gros, l'idée que il vaut mieux laisser les marchands s'enrichir dans leur coin, sans justement se mêler de leurs affaires, parce que si on commence à s'en mêler, ils peuvent exercer une pression sur le pouvoir en place. Bon, c'est assez curieux, hein, mais c'est une des raisons pour lesquelles Adam Smith, justement, en vient on va dire, à prôner ce laisser-faire. Alors bien évidemment, les gens de gauche qui sont anti-libéraux pourraient critiquer Smith, hein, même en ayant fait l'effort de le lire, et se dire que c'est de la faiblesse de sa part et que c'est justement en renonçant à fliquer les plus riches que l'on en vient à connaître des inégalités sociales toujours plus croissantes. Sauf que ça marche aussi dans l'autre sens et que la réponse n'est pas évidente. Smith répondrait que c'est justement parce qu'on n'a pas séparé le pouvoir de l'État du pouvoir du marché de manière stricte qu'on en est arrivé à ces inégalités-là. On en arrive ainsi à une nouvelle idée reçue que je vais démolir sans plus tarder également. Non, Smith n'a jamais dit qu'il fallait laisser les riches profiter du système et écraser les pauvres, ou en tout cas qu'il fallait ne pas se soucier de l'intérêt commun. Même si la balance penche toujours plus en faveur du laisser-faire dans sa théorie, Smith explique bien que pour que la richesse de la nation profite à tous, il faut que l'État prenne des mesures concrètes. Ça sera un peu long si je devais rentrer dans le détail, alors je vais m'appuyer sur le livre 5 de La richesse des nations, où Smith justement développe le mieux ces problèmes-là, et citer Smith. Ensuite, je donnerai 2 ou 3 exemples rapidement. Smith dit la chose suivante, au livre 5, chapitre 1, je cite, assurément, aucune société ne peut être florissante et heureuse si la partie de loin la plus grande de ses membres est pauvre et misérable. En outre, il n'est que juste que ceux qui nourrissent, habillent et logent toute la masse du peuple aient une part du produit de leur propre travail qui leur permette de ne pas trop mal se nourrir, s'habiller et se loger. Fin de citation. Je pense donc pouvoir affirmer sans trop de soucis que Adam Smith n'est donc pas l'antéchrist que certains dépeignent. Si l'État ne peut rendre les citoyens bienveillants les uns envers les autres, il doit quand même faire en sorte que les individus remplissent des devoirs de bienfaisance les uns à l'égard des autres. Par exemple, pour financer des services publics, des transports en commun par exemple, une partie doit être financée par les usagers, quand vous payez votre ticket de train ou de tram par exemple, une autre par un impôt valable pour tous, y compris les plus riches. L'État doit également s'assurer que le salaire des plus pauvres ne descende pas sous un certain seuil et puisse augmenter potentiellement, car l'augmentation du salaire est une motivation supplémentaire qui stimule la productivité dans la théorie d'Adam Smith. Smith attaque en passant le préjugé qui est odieux, justement, selon lequel maintenir les pauvres dans la précarité devrait les motiver d'autant plus à donner le meilleur d'eux-mêmes pour en sortir. C'est exactement l'inverse pour Smith. On les aidera à sortir de la précarité, les pauvres, en les aidant justement, et accessoirement en les motivant, en leur donnant en faisant en sorte que leur salaire soit augmenté régulièrement. Enfin, autre exemple, l'État doit promouvoir la culture et l'éducation des classes les plus pauvres pour s'assurer, pas seulement des plus riches, pour s'assurer que les citoyens ne soient pas bêtes et ne gobent pas n'importe quoi. Smith se soucie également du sort des travailleurs en usine accomplissant une tâche répétitive. Il faut croire qu'il n'y a pas que Marx qui en avait quelque chose à faire, hein, c'est curieux. En décrivant celle-ci comme, je cite, une mutilation mentale. C'est quand même, c'est c'est le terme qu'emploie Smith, qui doit être évité par une plus grande liberté et une possibilité de se cultiver un minimum à côté afin de ne pas devenir plus proche de l'animal que de l'être humain. Donc voilà, je pense avoir suffisamment développé Smith pour cette fois et vous avoir montré que beaucoup d'idées reçues n'étaient en fait pas valables. Je pense pour ma part que cet écart entre ce que Smith dit réellement et ce qu'on lui fait dire vient du fait que beaucoup ont lu ce dernier par le prisme de Marx au lieu de le lire directement. Par ailleurs, il est évident que Marx n'allait pas revenir sur les points auxquels il ne trouvait peut-être rien à redire chez Smith, ça va de soi, donc ce n'est peut-être pas complètement sa faute non plus. Alors évidemment, vous pourriez me dire, mais en fait c'est génial Adam Smith, merci de m'avoir éclairé, en fait il a parfaitement réussi à concilier la liberté humaine des individus avec un certain respect du bien commun.
Eh bien en fait non, je n'irai pas jusque-là et il est évident que la théorie de Smith possède un énorme point faible, de mon point de vue en tout cas, et lui-même reconnaissant en partie ce dernier, en effet, puisque c'est au souverain de faire en sorte que la richesse de la nation ne profite pas toujours qu'aux mêmes personnes, et qu'il a un devoir de bienveillance envers son peuple, cela revient à faire dépendre en bonne partie la réussite du système politique du jugement avisé d'un seul homme ou de plusieurs s'il s'agit d'un ensemble de magistrats, puisque dans la théorie de Smith, le souverain, c'est pas forcément un seul homme, ça peut être plusieurs hommes qui gouvernent. Donc, puisque le souverain doit se montrer meilleur que le reste du peuple au niveau moral, eh bien Smith reconnaît que sa théorie est en bonne partie utopique et que le travail de l'État, puisqu'il est le plus exigeant justement de tous, puisqu'il faut établir des lois de sorte que justement les plus riches au cas où l'économie serait particulièrement florissante, n'en profite pas pour s'enrichir toujours plus et écraser les pauvres. Justement, puisque c'est à l'État quand même de faire ça, avec des mesures par-ci par-là, il a un rôle qui justement est le plus exigeant de tous et sera aussi celui qui sera souvent le moins bien accompli. Donc Smith reconnaît quand même qu'il y a ce problème-là de taille qui ne serait potentiellement pas, qui serait possible de ne pas résoudre complètement, quoi. Donc la question que l'on peut se poser à présent, c'est justement s'il est possible de considérer tout travail comme une activité salariée ou si la richesse d'une nation ou de certains individus n'est pas due en bonne partie à ce triomphe potentiel de l'enrichissement de quelques-uns qui passe par une exploitation d'une classe par une autre. Est-ce que justement, ces inégalités qui peuvent être engendrées par une mise en concurrence des individus et par la recherche du profit, avec un État qui serait potentiellement défaillant et qui ne parviendrait pas à rester, on va dire, incorruptible, eh bien, est-ce que c'est quelque chose qui, justement, peut paradoxalement permettre, d'une certaine façon, à un bien commun d'advenir au bout d'un certain temps, ou est-ce que, au contraire, ce genre de système laisse en permanence, qu'on le veuille ou non, délaissé pour compte? Bon, c'est ce point qu'on examinera la prochaine fois. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que vous aurez appris des choses, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera sans doute plus courte. À bientôt!